Jean-Michel Severino, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui pour d'abord pour nous parler de vous et de l'Afrique. D'abord, je rappelle juste 2 points sur votre parcours. Vous étiez dans nombreuses postes de responsabilité, notamment comme directeur de l'AFD, l'Agence française de développement. Vous étiez aussi vice-président de la Banque mondiale et vous avez surtout créé en fait une structure qui joue un rôle très important dans l'univers de l'entreprise, partenaires et investisseurs et partenaires. Vous avez, pendant une vingtaine d'années, développé ce côté de capital risque en direction des entreprises. Et vous avez notamment écrit plusieurs livres, dont le temps de l'Afrique, qui a été vraiment un élément vulgarisateur et un élément permettant d'appréhender cette Afrique passionnante, complexe, et vous avez donné des clés de lecture. Alors avec vous aujourd'hui, j'ai envie d'abord de raconter ce parcours exceptionnel et surtout de nous donner votre vision. Comment aujourd'hui jugez-vous l'évolution de l'Afrique? Quelle est la séquence qu'on vit aujourd'hui en termes de développement politique et social? Donc, bonjour Hichem, je suis ravi d'être avec vous enfin et d'avoir cette conversation. Je crois que c'est intéressant peut-être pour répondre à votre question, en essayant de le faire le plus rapidement possible, compte tenu de la complexité du sujet, de repartir de ce qu'on se disait finalement au début du siècle. On se disait l'ajustement structurel est terminé. On rentre aussi dans la période du dividende démographique, c'est-à-dire qu'il y a une transition démographique, et la natalité commence à baisser. On va voir ce qu'on appelle le dividende démographique arriver, c'est-à-dire l'amélioration du ratio actif sur inactif. Il n'y a plus de dette. La dette avait été annulée et nous allons connaître dans un monde beaucoup plus ouvert et avec des taux d'intérêt bas, une grande période phase de croissance. Et en fait, c'est arrivé. C'est arrivé. Le continent africain a connu entre 4 et 5% de taux de croissance à peu près partout depuis le début du siècle. Mais on a commencé à connaître des problèmes et un ralentissement de cette tendance, donc une nuance à cette analyse qui, je pense, demeure tout à fait vraie. Sans doute à partir des années 2015. Alors il y a eu une série de grands événements de conjoncture, mais qui pèsent énormément. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise russo-ukrainienne, l'élévation des taux d'intérêt qui pèse sur les conditions de financement du continent africain. Et puis peut-être quelque chose qui a été moins noté, qui est que oui, la transition démographique, elle se fait, mais un peu moins rapidement qu'on ne pensait et de manière plus inégale que ce qu'on pensait. Ce qui fait que finalement, le continent continue à épargner trop peu pour satisfaire les immenses et légitimes besoins de la population en termes d'éducation, de santé, d'infrastructures. Alors, néanmoins, je crois que le moment que nous sommes en train de passer là, juste maintenant, n'est qu'un moment. Normalement, nous devrions revenir dans une conjoncture plus favorable. Les taux d'intérêt mondiaux vont recommencer à baisser. Ça va aider le continent africain. Il y a des restructurations de dettes, ça va aider aussi le continent africain. Et puis nous allons voir quand même progressivement se concrétiser de plus en plus ce fameux dividende démographique qui va permettre finalement d'avoir un peu moins d'inactifs en proportion des actifs. Les inactifs, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est les enfants, c'est tous ceux qui ne contribuent pas encore à la production nationale. Et donc, normalement, on devrait retrouver progressivement un contexte plus favorable à la croissance africaine. Mais le contexte, vous l'avez dit, il est un peu volatile, mais comment aujourd'hui assurer une forme de stabilité pour pouvoir financer l'Afrique alors que l'argent devient rare et le FMI l'a reconnu dans un de ses rapports? Comment aujourd'hui monter en croissance et en puissance
pour permettre le développement de l'Afrique, parce que les défis sont majeurs. Oui, alors on ne peut pas éviter d'essayer d'avoir des politiques nationales, économiques, de meilleur en meilleur. Ce n'est pas qu'elles aient été désastreuses dans les 20 dernières années. Le résultat, la croissance économique qu'on a vue dans le continent, elle est le produit de l'amélioration de la qualité globale de la politique économique quand on le compare à ce que nous avions connu dans les années 70, 80. Mais on est dans un contexte où effectivement la ressource est plus rare, le financement extérieur du continent africain est plus complexe, y compris venant de la Chine. On rentre dans une période de rareté de ressources chinoises pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir et qui sont structurelles. Donc ça va être moins facile de se financer pour le continent africain et du coup ça implique un meilleur usage encore des ressources publiques et ça renvoie bien sûr à la qualité de la gouvernance, comme on dit, des États. Avec l'expérience d'investisseurs et partenaires, vous avez réussi vraiment à monter sur une vingtaine d'années. Vous avez accompagné plus de 250 entreprises. Vous avez donné des outils. Comment aujourd'hui généraliser une expérience dont l'Afrique a véritablement besoin? Et l'entreprise, elle est vraiment l'angle mort. Peut-être pas, mais en tout cas, elle est un point faible de l'évolution de l'Afrique. Alors effectivement, nous sommes partis de zéro et aujourd'hui, investisseurs et partenaires, IEP, c'est de l'ordre de 200 collègues, quasiment tous africains, sur 12 sites africains. Et aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter, de l'ordre de 300 entreprises financées par IEP, depuis le stade où elles n'existent pas encore, uniquement dans le cerveau de l'entrepreneur, jusqu'à des PME un peu plus établies et avec déjà un petit peu plus d'ancienneté et de stabilité. Et c'est vrai que je pense que si, au fond, nous avons réussi à faire quelque chose, c'est à aider à faire prendre conscience de l'importance de l'appui à l'entrepreneuriat africain. Un entrepreneuriat qui est absolument indispensable pour la croissance du continent. La plupart des entreprises africaines de 2050 ne sont pas encore nées. Elles sont encore dans le cerveau de leurs entrepreneurs. Le tissu économique africain, il est encore complètement à constituer, enfin largement à constituer. Et donc, il y a un enjeu massif à faire en sorte que les entreprises sortent plus rapidement du cerveau de leurs entrepreneurs. Et puis, une fois sorties, meurent moins, parce qu'il y a un taux de mortalité élevé dans les startups et les PME. Donc, il faut diminuer ce taux de mortalité et ensuite accélérer la croissance de ces entreprises, en particulier en leur donnant davantage d'accès aux compétences, aux capacités d'un côté, et de l'autre côté au financement, avec une sorte de plafond de verre que rencontrent la plupart des entrepreneurs africains lorsqu'il s'agit de récolter de l'argent, dans un contexte où l'épargne domestique est quand même pas élevée, on l'a rappelé, et où il faut investir rapidement. Donc je crois que cet agenda-là, il est de mieux en mieux compris. Et pour finir de répondre le plus brièvement possible à votre question, nous sommes à un stade où il y a eu, je crois, énormément d'expériences et de pilotes. Beaucoup de ces pilotes marchent. On est capable de montrer que oui, on peut accélérer cette croissance entrepreneuriale africaine avec des instruments très concrets, l'accélération, l'incubation, le capital risque, etc. Mais il faut passer à l'échelle. Il faut aujourd'hui massifier sur la base des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont réussies, qui sont avec des effets démontrés. Il faut les faire passer à l'échelle, il faut être allé à la puissance 10, à la puissance 100. C'est cette étape-là dans laquelle nous sommes et elle est compliquée parce que ça veut dire mettre pas mal d'argent, public et privé, dans le système pour permettre cette accélération. Comme il faut incarner le propos, l'Afrique c'est 54 États, cette diversité, est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement parler de l'Afrique d'une façon générique? Mais si vous avez à nous dessiner des trajectoires, en termes d'efficacité, en termes de réussite, comment dessinez-vous cette carte? Alors d'abord, pour dessiner la carte de l'Afrique, je commence à sortir les deux très grandes économies du continent, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Chacune de ces deux économies est confrontée à des problèmes très spécifiques et elles sont tellement importantes en termes de volume du PIB qu'elles finissent par masquer tout le reste du continent. Oui. Et dans le reste du continent, on a plusieurs catégories de pays qui se dessinent. On a des pays relativement diversifiés déjà, qui reposent essentiellement sur leurs ressources productives internes. Et ce sont des pays
parmi ces pays, on peut citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Ouganda. Ce sont des pays qui ont d'excellentes trajectoires économiques, même si, bien sûr, chacun d'entre eux rencontre des difficultés. On pourrait mettre le Ghana dedans. Le Ghana vient de connaître une mauvaise passe macroéconomique, mais il va en ressortir. J'en suis en tout cas vraiment convaincu. Ensuite, nous avons des économies minières et pétrolières. Ces économies minières et pétrolières, elles sont prisonnières de leur modèle économique et elles suivent au fond la tendance des prix du pétrole ou des matières premières, et elles ont très peu de capacité aujourd'hui à se diversifier. J'espère qu'elles briseront cette contrainte un jour ou l'autre, mais actuellement elles sont très, très prisonnières de cela. On met par exemple l'Angola dans cette catégorie, mais il y en a bien sûr bien d'autres. Et puis, hélas, on a un groupe d'économies, de sociétés en crise politique et sociale majeure, qui rencontrent des... Alors là-dedans, on va mettre le Soudan, on va mettre des pays qui sont en guerre civile, mais c'est une fraction qui compte dans l'analyse du PIB africain, parce qu'en fait, quand on enlève ces pays en crise et ces régions en crise, parfois très longues dans le continent africain, on rehausse significativement le taux de croissance du reste. Hein. Oui, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que guerre, crise, conflit, est-ce que cela va véritablement peser dans l'évolution de l'Afrique et comment ça va se traduire alors que les rivalités géopolitiques internationales s'avivent ? Bon, on n'est pas capable de lire dans la boule de cristal. Il y a 10 ans ou même 5 ans, on n'aurait pas été capable de prédire ce que nous voyons aujourd'hui. Donc la même chose va s'appliquer aux années futures. Ne préjugeons de rien. Hein, ne préjugeons de rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette conflictualité, l'essor du terrorisme, le djihadisme, etc., fait du mal au continent africain et ça mobilise par exemple beaucoup de dépenses de sécurité de la part des États qui sont concernés et des dépenses qui vont à l'armée, c'est bien obligatoire, mais du coup ne vont pas à la santé, à l'éducation, etc. Donc oui, ça pèse. Oui. Aujourd'hui, on voit l'Afrique à travers des exemples de pays. Elle est en quête de rupture. On le voit dans le cas du Sénégal avec une étincelante démocratie qu'on découvre, le pays a failli tomber dans l'abîme, et de l'autre, des régimes militaires qui se sont installés et qui marquent cette rupture avec en fait, les régimes civils. C'est-à-dire que, comment voyez-vous ce paradoxe et cette évolution de l'Afrique ? Alors, ce n'est qu'un demi-paradoxe. Je crois que ce que toutes ces évolutions ont en commun, c'est le désir de changement et de rupture de la jeunesse. Il y a des pays, il y a trop de pays dans lesquels, malgré des performances économiques qui sont finalement assez satisfaisantes, les gens, et en particulier les jeunes, ne touchent pas suffisamment les bénéfices de cette croissance. Et c'est dû aux problèmes démographiques en particulier, qui rend la réponse des gouvernements aux demandes de la société très difficile. Et du coup, donc cette opinion publique, cette société, en particulier parce qu'elle est très jeune, veut du changement. Et elle le soutient, quelles que soient les formes du changement. Parfois des formes de changement par les coups d'État et des évolutions militaires, y compris avec ce qu'il faut regretter, beaucoup leur dérive presque inéluctable autocratique, et parfois par les voies démocratiques. Et personnellement, je suis enthousiaste par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal vient de donner une très grande leçon. Alors on va voir ce que le nouveau gouvernement va faire. Hein. Il va peut-être échouer, je n'en sais rien, ou réussir. Mais en tout cas, la démocratie, elle est gagnante dans ce qui vient de se passer. Et les choses bougent. Ouais. Et maintenant, c'est à la nouvelle équipe de faire la preuve qu'elle est capable de répondre aux attentes de la société. Mais en tout cas, il y a eu une formidable leçon de gouvernance démocratique, qui a été donnée par le Sénégal à tout le continent, même à la planète d'une manière générale. On fait la politique de sa géographie. L'Afrique a des relations avec le monde. Elle s'est internationalisée, globalisée, mondialisée, comme dirait l'autre.
Et cette Afrique dans le monde et le monde en Afrique, comment voyez-vous, notamment dans l'articulation Europe-Afrique, qui semble vraiment ne pas réussir le pari de créer un nouveau partenariat, alors que quand on voit l'Europe, elle a 30% d'échanges avec l'Afrique, mais il y a une paresse intellectuelle pour changer le schéma, non ? Je crois qu'il y a quelque chose que, au fond, personne n'est arrivé vraiment à internaliser, ni dans le continent africain, ni en Europe, et que peut-être d'autres acteurs, comme les Chinois, ont mieux compris. C'est que nous allons quasiment inexorablement vers une situation en fin de siècle de l'ordre de 40% de la population de la planète sera africaine. Nous aurons quelque part entre 3,5 milliards et 4 milliards d'Africains. Voilà, dans un monde qui va rester à peu près à 10 milliards. Et nous aurons, sans doute bien avant la fin du siècle, un PIB du continent africain qui sera supérieur au PIB de l'Union européenne. Voilà. Donc nous allons vers un continent qu'on pensait vide, pauvre, marginal, et qui va devenir, par la force de sa transformation démographique et économique, peuplé, urbain, central, d'importance planétaire. Voilà. Oui. Et à ça, ni les Africains, je pense, ni les Européens n'en sont encore conscients. Et il est vrai que ça se passe progressivement. Et ça va se faire petit à petit. Oui. Donc, en particulier du côté dans ce qui concerne les Européens, il faut arriver à se pénétrer de cette réalité et voir que au cours des 70 années qui vont venir, nous allons progressivement devenir voisins du continent le plus important de la planète. Voilà. Mais est-ce que l'Europe en tire véritablement profit on a l'impression qu'il y a une inertie, une sorte de vision pas dynamique pour pouvoir se servir de cette opportunité ? Il y a beaucoup de barrières qui empêchent l'Europe de prendre conscience pleinement de ce sujet et d'en faire quelque chose dans ses politiques. Il y a le poids de l'imaginaire colonial et des relations coloniales. Il y a le sujet migratoire, qui est une réalité, mais qui finit par être le seul prisme par lequel les Européens finissent par regarder le continent africain. Et les problèmes de sécurité, etc., etc. Donc, je crois qu'on a des sujets qui obscurcissent cette réalité. Mais le continent européen, l'Union européenne proprement parlée, normalement, devrait être le premier bénéficiaire planétaire de cette évolution. Parce que nous sommes le premier client et le premier fournisseur du continent africain. Oui. Et l'accroissement de la taille du PIB africain va avoir des répercussions positives extrêmement importantes pour le continent européen. Supposons même que nous perdions la moitié des parts de marché de l'Europe, ça restera au cours des 50 à 100 années un formidable cadeau économique pour l'Europe. Votre précieuse expérience, vous étiez, comme je le disais, dans plusieurs institutions importantes et votre regard, vous êtes né en Afrique, je le rappelle, en Côte d'Ivoire, et cette vue de l'intérieur vous permet d'avoir cette singularité qui vous caractérise. Donc votre avis est très important sur, notamment, on ne peut pas ne pas vous poser la question sur la France et l'Afrique. Pourquoi ce ratage, même s'il ne faut pas trop le dramatiser, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Je pense que je serai plus nuancé, parce que je crois que les rapports de société à société ne sont pas tout à fait les rapports de gouvernement à gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a eu un mauvais moment diplomatique, on va dire, entre la France et une partie du continent africain. Parce que, c'est ça. En fait, dans ce débat dont on considère qu'il tourne au vinaigre, en fait, il concerne un assez petit nombre de pays. C'est ça. Et aujourd'hui, les relations de la France avec, je sais pas, le Kenya, oui. La Tanzanie, le Nigeria sont excellentes. Avec le Ghana, excellentes. Il n'y a aucun sujet de contentieux. Donc, on parle quand même de
quelques pays, il ne faut pas minimiser le problème que ça pose à ces quelques pays, mais l'essentiel de la relation aujourd'hui de la France avec le continent africain, elle est profondément bonne, qu'on parle de gouvernement, qu'on parle de société. Oui. Donc aujourd'hui, on a effectivement, on rencontre dans l'Afrique francophone un certain nombre de difficultés. Et moi, je crois qu'il faut accepter le fait que les sociétés africaines sont devenues de plus en plus matures et qu'il y a aussi des legs de la période postcoloniale qu'elles veulent abandonner. Et nos relations doivent évoluer vers un autre stade de maturité, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront moins bonnes, mais elles seront différentes. Et elles feront place à la reconnaissance d'une maturité, d'une identité, d'une souveraineté plus grande de nos amis africains. Moi, je n'y vois vraiment rien de catastrophique. Hein. Ce qui pourrait être catastrophique, c'est la façon dont on gérerait cette évolution naturelle, normale, et le fait qu'elle laisserait des amertumes qui n'ont pas lieu d'être. De quelle manière, vous qui êtes un connaisseur, mais rebâtir cette relation, même si il n'y a pas uniquement l'Afrique francophone dans cette trajectoire, mais comment aujourd'hui voir autre chose avec des données nouvelles? Moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut... Il y a des pas qui doivent être faits des deux côtés, et je pense aux pays, par exemple, aux pays sahéliens, parce que c'est là que se retrouve le cœur de la difficulté. Je crois qu'il faut que la France accepte que les pays sahéliens suivent leur propre trajectoire de souveraineté, et que... D'ailleurs, finalement, la France l'a accepté. Hein, les pays sahéliens n'ont plus souhaité avoir de troupes françaises sur leur sol, et le Niger ne souhaite plus avoir de troupes américaines sur son sol. Ces troupes partent. Oui. Donc il n'y a pas non plus, de ce côté-là, soyons positifs. Hein, les revendications sont satisfaites. Mais je crois aussi que du côté des pays sahéliens aussi, il faut appeler un chat. On a au moins dans 2 des 3, peut-être dans les 3, des véritables dictatures militaires qui se sont mises en place. Oui. Et tout le monde est content. On est super heureux. On applaudit. On trouve que c'est très bien et qu'il faudrait d'ailleurs que ces dictatures demeurent et qu'elles deviennent de plus en plus dures. On pense vraiment sur le reste de la planète. Les Africains pensent aujourd'hui qu'avoir des dictatures militaires, c'est super bien et c'est la voie du développement. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses. Donc il faut aussi, à un moment donné, que des choses se normalisent dans les pays africains, dans les pays concernés. Et il faut aussi que même après tout, je suis prêt à faire semblant de croire que les régimes militaires sont adorés et que les dictatures sont désirées par les peuples. Je laisse à chacun. Ça fait partie de la souveraineté des Nigériens, des Burkinabés, des Maliens d'avoir des régimes répressifs. Oui. Même si c'est le cas, même si on le respecte, même si on entretient avec ces régimes, comme on le fait d'ailleurs avec de nombreux pays dans le monde, des relations normales, il faut aussi que ces pays mènent des politiques et des diplomaties qui soient raisonnables, qui soient là dans l'intérêt de leur peuple. Et moi, je ne peux pas penser non plus que, par exemple, vouloir sortir de la CEDEAO, vouloir sortir de l'UMOA, vouloir détruire l'intégration régionale, c'est quelque chose qui correspond à l'idéal du panafricanisme et de la solidarité entre les peuples africains. Donc je crois aussi il faut atterrir aussi un petit peu dans les jugements. Je voudrais préciser de votre présence sur les 2 ou 3 minutes qui nous restent pour d'abord avoir des motifs d'optimisme et de mise en perspective. Aujourd'hui, vous qui connaissez les indices de développement et les indices économiques de l'Afrique, c'est que comment aujourd'hui se mettre au rendez-vous de la révolution qu'on vit, digitale, l'intelligence artificielle, il y a plein d'éléments. Est-ce que ces éléments-là vont pouvoir servir l'Afrique à avoir un rendez-vous avec elle-même? Il y a 2 choses qui vont se passer et qui vont orienter le continent africain pour le meilleur dans les 50 prochaines années. La première, c'est la construction d'un gigantesque marché intérieur
que les Africains sont en train de constituer à cause de la croissance démographique et de la densification, de l'urbanisation. Et la deuxième chose, c'est grâce à la transition démographique qui se fait sur le continent africain, le ratio actif sur inactif est en train de s'améliorer constamment. On va le voir progressivement au cours des décennies qui vont venir, ce qui veut dire que l'épargne va augmenter, l'investissement va augmenter, les actifs vont avoir moins de charges sur leurs épaules, on va investir davantage dans la santé et l'éducation. Et c'est ce moment démographique-là qui va être un des moteurs, peut-être le moteur principal de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie. Et bien sûr, il faudra que les politiques publiques soient les meilleures possibles pour que les gains les plus élevés soient retirés de cette évolution favorable. Et juste quelques mots sur cette envie, vous qui êtes l'auteur de plusieurs livres, est-ce que vous allez condenser ce retour d'expérience dans un livre ? Oui, j'espère bien pouvoir contribuer au débat autour de la vision du futur africain prochainement. Jean-Michel Severino, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez vice-président de la Banque mondiale, directeur général de l'Agence française de développement et aussi à la tête de sociétés comme investisseur et partenaire. Et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de bien développer d'autres aspects de votre expertise. Je vous remercie et à très bientôt. Merci et toujours avec joie avec vous, Hichem. Merci beaucoup. Au revoir.